Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 1. La guerre avait duré longtemps, très longtemps. Elle avait été terrible et apportant son lot de morts, de blessés, traînant sa misère et sa peine. Mais la paix avait été pour nous, les mercenaires, pire encore. Qui aurait pu imaginer que la France et l'Angleterre allaient trouver un terrain d'entente après tout ce temps? Pourtant, à Bretigny, en 1360, elles ont signé une trêve. À cette époque, je me trouvais dans la forteresse de Château-Gaillard, en Normandie, qui était tenue par les Anglais d'Édouard III. Je servais donc l'Albion, mais tout cela n'avait été qu'un concours de circonstances, et je n'aurais eu aucune peine à me battre pour le royaume de France. J'aurais peut-être dû, car, du jour au lendemain, en vertu de ce fameux traité, les Anglais nous ont renvoyés. Pire, ils nous ont chassés, et ils ont restitué à Jean II, le bon roi de France, la dite forteresse que nous avions eu tant de peine à défendre. Que peut faire un soldat en temps de paix? Que peut faire un soldat qui ne sait que se battre? Je n'étais pas le seul dans cette triste situation, oh que non. Et c'est par milliers que nous nous sommes retrouvés sur les routes sans fortune et sans travail, avec pour seule alternative la misère ou le brigandage. Bientôt, nous fûmes des troupes entières à vivre sur le dos du pays. Le mal apportant le mal, la douleur apportant la douleur, je suis devenu un monstre sans scrupules, à l'aise au possible dans une meute de bêtes identiques. C'est en 1332, dans une famille de petite noblesse de l'Est de la France, qu'est né le narrateur de cette étrange aventure, Arthur de Bois-d'Eau. Bien que le sang bleu coulât dans leurs veines, les de Bois-d'Eau n'étaient pas fortunés, bien au contraire. Et pour survivre, très jeune Arthur s'était engagé comme soldat, servant tantôt les uns, tantôt les autres, allant toujours au plus offrant. Quand la terrible guerre de 100 ans a marqué une pause, comme beaucoup d'autres, il s'était trouvé désœuvré et il était devenu membre d'une de ces grandes compagnies qui, pendant tout le XIVe siècle, ont écumé les pays et terrorisé les populations. Intervenu. Lorsque débute notre récit, nous sommes en 1362. Arthur et ses compagnons ne sont plus du tout des soldats, ce sont des brigands attirés par le sang et le gain. Ils n'hésitent pas à tuer et personne ne trouve grâce à leurs yeux. Imprudemment, ils ont peut-être simplement oublié que les crimes ont un coût et que le temps de payer leurs dettes est proche. Très proche. Ma transformation en monstre ne s'est pas faite du jour au lendemain.
Certes, je n'ai jamais été un ange, et j'ai, très jeune, appris à tuer, mais j'ai toujours estimé le faire par nécessité, pour le compte d'un autre et dans le cadre d'une guerre. Une guerre, cela excuse tout. Au départ de Château-Gaillard, nous étions une centaine et nous avons décidé de rester ensemble. Parmi nous se trouvait un Gallois nommé Gaynor Thomas. C'était un grand type large comme deux buffles, avec un regard bleu perçant et un visage carré. S'il pouvait légitimement faire peur de prime abord, il était si affable, si souriant, qu'il savait se faire apprécier de chacun de ses camarades. Je comprendrai plus tard que ce n'était pas là sa véritable nature et que parfois les apparences ne sont pas trompeuses. Presque naturellement, il est devenu notre chef, et c'est avec lui, sous ses ordres, que nous avons commis nos premiers pillages. Au début, nous nous sommes contentés de détrousser les imprudents ou malchanceux qui croisaient notre route. Face à notre troupe, très peu tentaient de résister, et ceux qui le faisaient changeaient d'avis au premier coup d'épée ou de poignard. Pendant les premiers mois, cela nous a permis de survivre, mais bien vite Gaynor se rendit à l'évidence. Cela ne serait pas suffisant pour subvenir aux besoins de tout le monde. Alors, un matin, avec 4 autres camarades, il me fit appeler. Nous nous installâmes autour du feu qui finissait de mourir après nous avoir réchauffé toute la nuit, et il prit la parole. Nous allons devoir frapper fort si nous voulons tenir. Et pour cela, je veux que nous arrêtions de confier notre avenir à la chance. Plus question d'attendre que la Providence nous fasse croiser la route d'un bourgeois ou d'un paysan. Non, nous allons attaquer. Il se pencha en avant pour s'approcher de nous et nous désigna du doigt à tour de rôle. Et vous 5, Reprit-il. vous allez nous permettre d'atteindre cet objectif. Je veux que vous preniez chacun un cheval et que vous parquiez en éclaireur dans 5 directions différentes. Repérez toutes les petites fermes ou tous les petits villages isolés que vous pouvez. Estimez-en les ressources et éventuellement les défenses. Puis revenez faire votre rapport. Nous étions dans les derniers jours du mois d'août, et il faisait encore chaud. Les champs étaient secs, les rivières basses, et seuls les sous-bois offraient un peu de fraîcheur. Chaque fois que je le pouvais, je guidais donc mon cheval vers ces derniers. Soulagé d'avoir un peu de tranquillité, je prenais mon temps. Dans la matinée, je croisais au loin une place forte que je ne pus nommer, et un village tout proche de cette dernière. Trop proche et trop gros. Je décidai de ne pas en faire référence à Gaynor. Vers midi, je faisais une petite pause auprès d'un cours d'eau avant de bifurquer vers l'est pour prendre lentement le chemin de retour. Le trajet était monotone et mon esprit naviguait vers d'autres lieux, d'autres temps, lorsque les cris enjoués d'une jeune fille me ramenèrent au présent. J'arrêtai ma voiture et tentais de repérer l'origine de ces rires. Je découvrais derrière un bosquet un petit étang où 2 jeunes femmes se baignaient nues. La première était brune et grande, la seconde blonde et plus petite. À mon approche, elles se tendirent et me regardèrent avec méfiance. Aussitôt, je décidai de les rassurer. Je prétendais m'être égaré et leur demandai où nous nous trouvions et si, dans les alentours, il n'y avait pas un village. Le village le plus proche est bien à 12 lieues et je serais bien en peine de vous indiquer le chemin. Répondit la brune. Ouais, si vous le voulez, je peux vous conduire jusqu'à notre lameau où vit notre famille. Mon père pouvoir vous aider, c'est certain. J'acceptai cette aimable proposition et je m'éloignai un peu pour laisser aux 2 jeunes femmes le temps de s'habiller. Puis, tenant mon cheval par les rênes, je marchai à leur côté jusqu'à leur logis. La brune se nommait Lucie. Elle parlait avec un accent du cru qui donnait à chacun de ses mots une mélodie qui sonnait faux. Mais elle rayonnait et elle était d'une espièglerie ravissante. La seconde, la blonde, s'appelait Laurette. C'était sa sœur cadette. Elle était bien plus réservée et répondait à chacune de mes questions d'un simple sourire gêné. Le hameau dont on m'avait parlé était composé de 4 fermes isolées au milieu d'un grand champ lui-même cerné de forêt. Chacune de ces habitations était occupée par la famille de Lucie et Laurette. Parents, oncles, tantes et cousins. Au total, une trentaine de personnes qui exploitaient le lieu pour le compte du seigneur local.
Le père des deux jeunes filles me reçut avec méfiance. Il s'entretint avec moi à l'entrée du village et pendant tout notre échange, il ne lâcha pas sa fourche. Je pus toutefois repérer qu'il y avait là quelques réserves de blé et 2 ou 3 vaches. Il n'était pas impossible également que le bougre soit parvenu, au fil du temps, à mettre de côté un petit pécule. Je n'écoutais que d'une oreille distraite les indications qu'il me donnait pour gagner le village le plus proche. Je le remerciai, puis prenais la direction du camp. Je ne doutais pas que Gaënor serait content de moi. Cette nuit-là, le ciel était dégagé et la lune était pleine. Un léger vent et quelques cris d'animaux en chasse habillaient la nature assoupie. Avec la plus grande discrétion possible, notre troupe prit position dans la forêt qui entourait le hameau de Lucie, de Laurette et de sa famille. Quelques lumières vacillantes s'échappaient des 4 bâtisses et, à intervalles plus ou moins réguliers, on entendait le meuglement d'une vache. Gaënor, qui, accroupi à ma droite, scrutait les lieux avec intention, se tourna vers moi. « C'est ici ?» Je répondais d'un simple signe de la tête. « Belle trouvaille, mon ami, belle trouvaille. » Il me tapa amicalement dans le dos et se redressa pour attirer l'attention de tous. Il se mobilisa un court instant, puis donna le signal. La relative tranquillité qui régnait jusque-là disparut derrière les cris de guerre de mes compagnons. Comme un feu ardent dévorant le bois, comme une meute de loups sanguinaires s'attaquant à sa proie, nous fondîmes sur le hameau. Nous l'encerclâmes et nous continuâmes à faire le plus de bruit possible pour terrifier ses occupants. Plusieurs hommes sortirent des fermes et nous les vîmes échanger rapidement entre eux avant de s'approcher de nous. Gaënor fit quelques pas dans leur direction pour attirer leur attention. Je l'imitais avec 2 de ses lieutenants. Quand les 2 groupes furent face à face, le Gallois leva le poing et aussitôt le silence revint. Parmi les fermiers qui étaient venus à notre rencontre, je reconnus le père de Lucie. Il me reconnut également. « Tu me sembles moins perdu que tout à l'heure. » me lança-t-il avec un regard dédaigneux, et juste avant de cracher par terre à mes pieds. Je ne lui répondis pas et me contenta de lui adresser un sourire méprisant. « Enfin !» intervint Gaënor. « Nous ne sommes pas là pour vous chercher de querelle. » Le plus grand des fermiers, une espèce de géant au regard bas et aux muscles larges, s'approcha tout près de Thomas et d'un ton menaçant lui demanda. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Pas grand-chose, juste ce que vous pouvez nous donner. Mes camarades et moi avons faim. » « On n'a rien du tout. Rien du tout. » À son tour, Gaënor se fit menaçant. « Regarde autour de toi, le gueux. Tu crois vraiment que tu es de taille à lutter avec tes amis demi-portion ?» Le Gallois leva de nouveau le poing et aussitôt nous nous mîmes tous à crier toutes les invectives qui nous passaient par la tête. Un nouveau geste de sa part, et le silence revint. « Alors, tu nous donnes ou je prends ?» Le grand gaillard semblait embêté. Il se retourna vers ses compagnons, parut hésiter, puis d'un seul coup, en hurlant, il se jeta sur Gaënor. Le Gallois n'était pas un amateur du corps à corps. Il avait participé à bien des combats, dont certains pour lesquels il n'avait pas eu le temps de sortir son épée. C'était le cas ici. Tout d'abord, tous les 2 roulèrent au sol, et l'espace d'un instant, on put croire que le fermier avait le dessus. Certains camarades firent un pas pour porter secours au chef, mais connaissant le personnage, je leur fis signe d'attendre. Entre les cris et les gémissements, entre les bruits sourds et les coups de poing, et ceux plus clairs des respirations haletantes, la tendance s'inversa bien vite. Thomas se retrouva à califourchon sur son adversaire et commença à lui donner une série de coups sur le visage, d'où jaillit bientôt un flot de sang. En même temps, il l'invectivait en gallois, et bien que je ne compris pas ce qu'il disait, je devinais aisément qu'il ne s'agissait pas de mots doux. Comprenant le sort qui était réservé à leur chef, les fermiers, fourches en main, se précipitèrent pour lui porter secours. Je ne pus rien faire dès lors pour retenir les nôtres. Aucun des défenseurs n'eut le temps d'atteindre le lieu du duel. Nos compagnons leur tombaient dessus, épée en main. De son côté, lorsque Thomas comprit que son adversaire avait succombé à ses coups, il l'abandonna sur place, se releva, et après s'être essuyé d'un revers de la main le sang qui lui coulait de la bouche, nous cria d'attaquer et d'en garder quelques-uns vivants pour s'amuser ensuite. Les quelques hommes qui étaient venus à notre rencontre furent découpés en morceaux et piétinés. Leur cri de rage était vite transformé en cri de douleur, et il n'y eut pas la moindre obstacle entre nous et le hameau. Hypnotisé par le goût du sang, je suivais le mouvement sans réfléchir. Mon cœur battait à une cadence effrénée, mon cerveau était en ébullition. J'entrai dans la première ferme, la plus proche. Un adolescent d'une 15aine d'années brandissait une fourche face à moi et 3 de mes compagnons. Il transpirait, haletait, mais paraissait déterminé. Amusé par tant de courage dérisoire, mes camarades harcelaient le malheureux.
L'un faisait mine de passer à l'attaque, et lorsque l'adolescent le menaçait de sa fourche, il reculait d'un pas en riant, tandis que le second effectuait alors la même danse, et ainsi de suite. Le petit jeu aurait pu durer longtemps, très longtemps, mais il lassa rapidement le troisième homme qui mena son quatrième assaut jusqu'au bout. La fourche fut brisée net d'un coup d'épée, et sous le choc, l'adolescent tomba à la renverse. La lame de l'assaillant tournoya dans les airs en imitant le cri de la mort, puis vint s'enfoncer d'un coup dans la poitrine du jeune homme. On put lire la surprise et la peur dans le regard de la victime, juste avant que la dernière trace de vie ne l'abandonne. Des cris attirèrent alors notre attention. À ce moment-là, je vis dans un coin de la pièce 3 femmes assises au sol, collées l'une à l'autre, apeurées. En les découvrant, mes camarades se mirent à sourire. « Voilà qui devrait nous procurer un peu de bon temps !» dit l'un d'eux en s'approchant des 3 malheureuses. Je le regardais faire sans réagir, mais on appela mon nom de l'extérieur, et j'abandonnai les hommes à leur besoin. Le hameau brûlait et je croisais plusieurs de mes camarades occupés à sortir tout ce que les maisons avaient de valeur. Au milieu de cette agitation, je mis un peu de temps avant de voir qui m'appelait. « Arthur! Arthur !» Entre 2 flammes, je distinguai la carrure de Gaynor. Il me fit signe d'approcher. « Tu as fait du bon boulot. On va avoir de quoi vivre tranquille quelque temps. » Il me mit la main sur l'épaule. « Viens avec moi, j'ai un petit cadeau pour toi. » Il m'entraîna vers la dernière ferme, la seule qui n'était pas encore incendiée. Un homme montait la garde à l'extérieur et interdisait l'entrée aux autres. En voyant notre chef, il s'écarta et nous pénétrâmes dans la masure. La pièce principale était basse de plafond et éclairée par quelques bougies. 2 autres de nos compagnons se trouvaient là. Thomas me fit un signe de la tête pour que je remarque les 2 ombres dans un coin. Je reconnus Lucie et sa sœur. « Elles sont jolies, non? C'est les plus mignonnes du village. » Il éclata d'un rire gras, témoin de son autosatisfaction. « Choisis celle qui te plaît le plus. Elle est pour toi. » Je regardais Gaynor avec un doute, partagé entre la conscience de faire le mal et le désir qui me brûlait après de longues semaines loin de tout corps féminin. Le Gallois me fit un petit signe de la tête en l'appuyant d'un sourire. Il semblait me dire « Mais qu'est-ce que tu attends? Ici, nous sommes les maîtres !» Ma dernière hésitation s'envola. Je ne me chercherai des excuses que plus tard. Au matin, nous quittâmes le hameau en n'y laissant que des cadavres et des femmes violentées et traumatisées. Il nous sembla prudent de nous éloigner des lieux de nos méfaits, mais nous savions pertinemment que le seigneur du coin n'avait pas les moyens en homme de nous donner la chasse. Comme l'avait dit Gaynor la veille, nous étions les maîtres. Cette nuit fut la première. La première sur une longue liste de méfaits dont seul le diable pouvait être l'instigateur. Il est facile de nous juger, et il est vrai que nous n'avions que peu d'excuses. Mais nous avions la haine, la rage et la faim. Nous avions été abandonnés, et plus personne ne se souciait de notre sort, même pas ces bourgeois et ces nobles que nous avions protégés un temps des assauts des uns ou des autres. Si nos actes étaient cruels, nos consciences s'en accommodaient car nos motivations nous semblaient, sinon justes du moins légitimes. À moins, bien sûr, que nous nous soyons contentés d'étrangler notre probité juste avant de l'enterrer sous nos plus vils instincts. D'un village à l'autre, d'une ferme isolée à quelques marchands égarés, nous pûmes vivre sur le dos du pays sans que personne ne nous demande de compte. Oh certes, parfois, les seigneurs locaux nous cherchèrent quelques noises, mais jamais leurs hommes ne furent à la hauteur des combattants qui composaient notre troupe. Du moins, au début. Mais ce village n'était pas un village ordinaire. Et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.